Le nombre de cas s'accroît à La Réunion et cela va continuer dans les prochains jours et même les prochaines semaines avant que l'effet du confinement ne se fasse sentir. Notre mission, c'est donc de réduire, de freiner la progression du virus afin de garantir la prise en charge de toutes les personnes malades. C'est tout le sens des mesures de confinement qui sont actuellement mises en œuvre et qui l'ont été alors que nous étions encore au niveau 1 de l'épidémie. En anticipant sur cette mesure forte et à condition que celle-ci soit bien appliquée, notre territoire fait tout pour ne pas connaître la même dynamique épidémique que celle de la métropole actuellement. Le confinement, il repose sur 2 pieds. Le premier, ce sont bien sûr les mesures édictées par l'État, restriction de déplacement, fermeture des établissements recevant du public, interdiction de rassemblement. Le second, c'est l'engagement de chacun à les respecter et à les mettre en œuvre. C'est à ce prix que nous réussirons. Depuis le début du confinement, plus de 60 000 contrôles ont été effectués. Sachez qu'ils ont donné lieu à l'établissement de près de 3 000 PV. Le confinement, ce sont aussi les mesures de restriction des flux entrants à La Réunion. Dans ce domaine, il s'agit de mettre en place les liaisons aériennes minimales nécessaires à la continuité territoriale pour assurer nos approvisionnements, pour assurer nos ravitaillements par fret aérien. Nous en avons un besoin vital pour le CHU et pour les pharmacies, et aussi pour gérer les déplacements depuis la métropole, comme peuvent l'être certaines urgences familiales. Sachez que de 120 rotations, je dirais, par semaine sur les 2 aéroports, nous sommes passés actuellement à une quinzaine, je dirais, de rotations, 15 rotations cette semaine, un vol uniquement pour cette journée de vendredi, et cette diminution va se poursuivre de façon importante la semaine prochaine. Pour les personnes concernées, il y a une obligation de quatorzaine à l'arrivée à La Réunion. C'est pour cela que j'ai déployé un dispositif conséquent à l'aéroport pour chaque arrivée d'avion. Depuis le départ, sachez qu'il y a un travail d'anticipation qui est mené à tous les niveaux. Anticipation sanitaire, avec la déprogrammation des soins, anticipation économique, et je tiendrai lundi un nouveau comité de suivi, anticipation en matière de gestion de crise. Dans ce domaine de la gestion de crise, le président de la République a annoncé l'engagement du porte-hélicoptère amphibie Mistral dans l'océan Indien. C'est un geste très fort de solidarité nationale qui montre tout l'attachement ou toute l'attention du gouvernement pour les territoires d'outre-mer. Cet engagement, sachez qu'il est le fruit d'une réflexion que j'ai engagée dès la mi-mars avec le commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Je l'ai fait en ma qualité de préfet de zone de défense pour prendre en compte 2 paramètres. Premier, les conséquences de la crise sanitaire. Le deuxième, l'éloignement de la métropole. Cela justifiait à mes yeux le déploiement d'une capacité militaire complémentaire pouvant bénéficier aux 2 territoires de Mayotte et de La Réunion. Cet appui du Mistral est le plus symbolique car il y en a bien d'autres. Je pense à l'appui logistique, je pense à l'aide à la sécurisation apportée par les FASOI dans notre action à La Réunion. Et le général va maintenant détailler en quoi consistent ces mesures. Mon général. Merci, monsieur le préfet. Avant d'évoquer la déclinaison de l'opération Résilience sur le département de La Réunion, puisque c'est l'occasion pour moi de m'exprimer pour la première fois dans ce cadre, je voudrais tout d'abord saluer l'engagement de tous les personnels professionnels de santé et tous les bénévoles qui sont sur le front de la crise du Covid. Vous avez tous entendu l'expression « nous sommes en guerre ». Et en tant que modeste praticien de la guerre, c'est d'abord vers ces personnels
assez personnel que je pense, avant de rentrer dans le détail de ce que font aujourd'hui les FASOI. L'enjeu pour les FASOI aujourd'hui, c'est de concilier les missions traditionnelles que nous conduisons tout au long de l'année avec une crise hors norme. Aujourd'hui, la crise sanitaire, c'est la priorité numéro 1 et nous devons nous adapter à cette crise, nous devons adapter notre réponse, mais sans lâcher pour autant les missions de protection, cette mission de protection que nous devons à nos concitoyens, puisque pendant cette crise sanitaire, malheureusement, le monde reste dangereux. S'agissant de l'opération Résilience et de sa déclinaison ici, comme l'a évoqué Monsieur le Préfet, l'opération Résilience est un cadre général dans lequel sera regroupé l'ensemble des actions des armées dans la lutte contre le coronavirus. Il y a d'abord un volet d'appui logistique, qui peut se traduire par des actions de transport de fret, transport de passagers, comme nous sommes prêts à le faire, notamment pour des passagers qu'on devrait conduire vers des zones de confinement, vers des zones de quarantaine à partir de l'aéroport. Ça peut être du transport d'équipement santé. Demain, ce sera également du stockage sécurisé, notamment lorsque des stocks de masques arriveront à La Réunion. Stocks qui pourraient être sécurisés au sein des emprises des FASOI, puis acheminés par les FASOI vers les lieux désignés par l'ARS. Ensuite, il y a un appui santé dans le cadre de l'opération Résilience, un appui santé qui a une déclinaison, je dirais, très particulière outre-mer. Ce que vous avez pu observer, ce qui a été conduit en métropole, à Mulhouse, ce qui a été conduit avec les avions de l'armée de l'air ou avec le bâtiment le Tonnerre en Corse, tous ces moyens-là, nous ne les avons pas outre-mer. Et donc l'appui à la crise sanitaire pour les FASOI, ça prendra d'autres aspects. Bien sûr, le stockage sécurisé que j'évoquais tout à l'heure. Il y a eu une action au profit du CHU de Saint-Pierre de monter des tentes pour permettre le filtrage à l'entrée. Nous avons également conduit des actions en lien avec les autorités SAMU pour essayer de trouver des solutions pour transformer nos avions de transport CASA et leur donner une capacité à évacuer des patients dans des conditions sécurisées, ce qui est un vrai casse-tête, mais nous travaillons d'arrache-pied avec les structures médicales pour trouver des solutions si demain ce moyen devait être nécessaire. Et puis enfin, il y a l'appui sécurisation. L'appui sécurisation, les FASOI se tiennent prêtes à compléter l'action des forces de sécurité intérieure pour surveiller des zones, des entrepôts sensibles qui pourraient faire l'objet d'actes délictueux. Tout en conduisant ces actions, nous avons dû adapter notre fonctionnement interne. Nous avions un plan de continuité d'activité, puisque bien évidemment, il faut protéger les autres, vous connaissez l'expression. Il faut également préserver les capacités opérationnelles qui demain seront peut-être utiles, que nous devons peut-être engager sur La Réunion ou sur Mayotte. Donc éviter absolument que le virus n'entre dans nos unités. Vous savez que nous avons des modes de travail qui sont extrêmement collectifs. Nous avons de l'hébergement collectif pour nos unités. Donc on imagine très bien ce que serait une irruption du virus dans nos structures. C'est quelque chose que nous cherchons absolument à éviter ou à freiner. Et donc on a adopté des protocoles extrêmement stricts qui contraignent très fortement l'accomplissement de nos missions. Mais il faut absolument s'y plier. C'est stratégique. Il s'agit là également pour nous de contribuer à la stratégie de lutte contre le coronavirus en évitant par nos actions de propager le virus. Donc tout en se protégeant, nous, on voit bien que nous contribuons également par ces mesures de précaution individuelles, collectives, par ces protocoles très stricts, à la stratégie d'ensemble qui est actuellement conduite. S'agissant maintenant du porte-hélicoptère amphibie Mistral, je voudrais d'abord replacer le contexte dans lequel cette mission est réorientée vers le sud de l'océan Indien. Avec la frégate Guéprat, ce porte-hélicoptère a appareillé de Toulon le 27 février pour une mission de formation des officiers élèves de la Marine nationale, une mission qui est conduite chaque année et qui se déroule jusqu'au mois de juin. C'est ce qu'on appelle la mission Jeanne d'Arc. Le porte-hélicoptère était à la sortie de la mer Rouge, à l'entrée de l'océan Indien, quand on a commencé à conduire des réflexions à partir des analyses
menée conjointement avec la préfecture de zone pour tenir compte du contexte particulier de La Réunion et de Mayotte en termes d'éloignement, pour prendre en compte ce que pourrait devenir la crise sanitaire d'ici quelques semaines. Nous avons fait remonter un certain nombre d'analyses vers l'état-major des armées, et ce qui a conduit le chef d'état-major des armées à décider de maintenir ces bâtiments dans l'océan Indien et même de les faire descendre sur La Réunion et Mayotte. Décision qui a été officiellement annoncée par le président de la République cette semaine. Le porte-hélicoptère amphibie, il apporte des capacités multiples. Voilà, c'est un bâtiment qui est très modulable et c'est la raison pour laquelle nous avons fait état du besoin de l'avoir pour nos actions éventuelles. C'est d'abord un bâtiment qui apporte des capacités logistiques considérables. C'est ce qui nous manque tout au long de l'année au FASOI pour des opérations d'envergure. C'est la raison pour laquelle il nous paraissait très important d'en bénéficier s'il était disponible. Transport de fret, transport de matériel, dont du matériel santé. C'est notamment une capacité qui a été illustrée lors de l'ouragan Irma aux Antilles il y a à peine 3 ans. C'est également un bâtiment qui peut avoir une capacité de transport de personnes dans le cadre d'évacuation de ressortissants. Vous savez qu'on a 40 000 ressortissants français répartis dans la zone qui sont aujourd'hui également impactés par la crise sanitaire. Et donc nous devons parer à toute éventualité et peut-être en liaison avec le ministère des Affaires étrangères envisager une évacuation de tout ou partie de ressortissants français isolés. Le PHA apporte une capacité tout à fait déterminante dans ce cadre-là également. C'est un point d'appui pour des opérations amphibies avec les bâtiments embarqués, ce qu'on appelle la batellerie, avec les hélicoptères. Et ça, c'est un emploi qui a été illustré dans la zone au Mozambique il y a 2 ans à l'occasion du cyclone Idai. C'est un bâtiment de même type qui a pu intervenir au Mozambique. Et ça permet d'intervenir de façon autonome en s'affranchissant de structures portuaires. Et puis, il y a l'appui santé qui fait la une des journaux quand on parle aujourd'hui des PHA. Alors, l'appui santé, il faut bien comprendre d'abord que nous ne sommes pas dans le contexte de la Corse. Quand on regarde les élongations, quand on regarde la distance entre Mayotte et La Réunion, on voit qu'on n'est pas dans la même configuration que la Corse et Marseille. Ça, c'est le premier aspect qu'il faut avoir en tête. Le deuxième aspect, c'est que tel qu'il était armé pour la mission Jeanne d'Arc, le porte-hélicoptère amphibie, il a une structure médico-chirurgicale limitée à l'équipage et aux forces embarquées. Toutefois, nous étudions depuis maintenant plusieurs jours, en lien avec les autorités de santé, avec le service de santé des armées, toutes les possibilités de monter en capacité cette structure santé du porte-hélicoptère. Il y a le bâtimentaire, ce qui existe en termes de locaux dans le bâtiment, mais il faut envisager du matériel supplémentaire, des équipes supplémentaires, et nous travaillons actuellement sur ce sujet. Enfin, je voudrais conclure en rappelant que cette capacité, ce porte-hélicoptère, on l'a sollicité à la fois pour le département de La Réunion, mais également pour le département de Mayotte, puisqu'il nous donne une capacité de projection logistique lourde entre les 2 départements dans un délai de 3 à 4 jours, chose qui habituellement nous fait cruellement défaut. Voilà ce que je voulais rajouter, Monsieur le Préfet. Merci en général pour toutes ces précisions importantes qui sont le fruit de nos réflexions depuis plusieurs semaines et qui vont se poursuivre dans les prochaines heures et les prochains jours, comme vous l'avez indiqué. Je passe sans attendre la parole à Martine Ladoucette, directrice générale de l'Agence régionale de santé. Donc, à ce jour et à cette heure, la situation sanitaire est la suivante. Nous comptabilisons 145 personnes contaminées, c'est-à-dire pour lesquelles un diagnostic par analyse biologique a confirmé la contamination. Et je rappelle que la première personne contaminée à La Réunion remonte au 11 mars dernier.
Sur ces 145 personnes, nous savons aujourd'hui, donc avec certitude, que 108 personnes ont donc attrapé le virus à l'extérieur de la Réunion, soit parce qu'elles ont voyagé parfois très loin, soit parce qu'elles ont été en métropole et sont donc revenues sur le sol réunionnais. 14 autres personnes ont contracté le virus sur le sol réunionnais. Mais nous savons aussi avec certitude que ces 14 personnes ont toutes été en contact, soit avec une personne contaminée qui revenait de métropole, soit ont été en contact avec un voyageur qui n'a pas été diagnostiqué, mais qui de toute évidence avait été contaminé dans le cadre de son voyage. Et nous avons donc par ailleurs 23 personnes sur ces 145 pour lesquelles les investigations sont encore en cours. Sur ces 122 personnes bien investiguées, en l'occurrence, 4 sont aujourd'hui hospitalisées en service de réanimation. Si l'on doit donner une indication d'âge, la répartition des tranches d'âge fait que nous avons à peu près aujourd'hui 20% de personnes qui ont plus de 65 ans et 53%, donc plus de la majorité, qui sont jeunes au sens où ils ont moins de 50 ans. Par ailleurs, puisque nous avons donc investigué 122 personnes contaminées sur les 145, je peux vous dire que l'ensemble des personnes qui ont été au contact avec ces 122 personnes représente 1130 personnes contacts, c'est-à-dire des personnes que l'ARS a cherchées et a pu joindre individuellement pour leur donner à la fois des mesures et des indications de protection, à commencer déjà par se confiner strictement et respecter évidemment toutes les conditions d'autosurveillance de façon à guetter le moindre symptôme et à se signaler auprès du SAMU s'il y avait le moindre symptôme. Et nous avons pu par ailleurs adresser à ces personnes une petite quantité de masques pour qu'elles puissent aussi s'équiper en cas de besoin. Alors, je voudrais également aborder un autre sujet qui est le sujet du dépistage, puisque je suis en mesure aujourd'hui de vous confirmer que nous sommes prêts à La Réunion pour déployer une stratégie locale de dépistage précoce, ciblé sur des indications prioritaires. Dépistage ciblé, mais de grande ampleur. Cette stratégie est le fruit d'une concertation entre l'ARS et les professionnels de santé. Je veux parler tout particulièrement des cliniciens qui exercent en médecine de ville, des cliniciens qui exercent à l'hôpital et des biologistes. Je veux remercier tout particulièrement ces professionnels pour leur engagement aux côtés de l'ARS, puisqu'ils nous ont aidés dans notre réflexion à définir les indications prioritaires de ce dépistage ciblé de grande ampleur. Cette stratégie nous paraît aujourd'hui tout à fait opportune à La Réunion. Pourquoi ? Parce que nous venons de rentrer en phase 2. Et la phase 2 de l'évolution de l'épidémie, d'un point de vue épidémiologique, c'est ce qui permet encore de limiter la propagation de l'épidémie. Et donc, dans cet objectif de limiter la propagation de l'épidémie, il est évidemment important de pouvoir repérer au plus tôt des personnes qui sont porteuses du virus et qui doivent évidemment nécessiter des traitements le plus souvent à l'hôpital, mais qui doivent aussi pouvoir au maximum protéger leur entourage. Donc, nous avons considéré que cette stratégie opportune reposait sur quelques indications prioritaires, à savoir, évidemment, en tout premier lieu, les retours de métropole. C'est la raison pour laquelle un dispositif important est mis en place aujourd'hui, effectif, qui fait que depuis quelques jours, c'est au minimum une vingtaine de dépistages qui sont réalisés au laboratoire du CHU à partir des prélèvements qui sont faits au sein même de laboratoire. Certains jours, ce chiffre a pu approcher la cinquantaine. Ça, c'est la première indication. La deuxième indication, dans l'objectif de protéger les soignants d'une part, mais aussi de protéger les patients que ces soignants soignent, eh bien, ce sont les soignants, tous les soignants qui présentent des symptômes. La troisième indication, ce sont les patients fragiles qui présentent des symptômes, et en particulier les personnes âgées de plus de 70 ans ou les personnes atteintes de pathologies chroniques. La quatrième indication,
ce sont tous les nouveaux patients qui entrent à l'hôpital, quelle que soit la pathologie, quel que soit le motif d'hospitalisation. Là aussi, dans un souci de protéger et les soignants et les patients, l'objectif est bien de détecter au plus tôt si un nouvel entrant dans un hôpital est porteur du virus ou non. De la même manière, nous procéderons pour les nouveaux résidents en EHPAD ou les nouvelles personnes qui entrent dans un établissement en charge des personnes handicapées, adultes ou enfants. Et enfin, pouvoir aussi dépister le plus rapidement possible des personnes symptomatiques qui ne peuvent pas respecter un confinement très strict et qui ont des contacts par conséquent prolongés avec la population de par leur activité professionnelle qui font qu'elles ne peuvent pas rester au confinement à domicile. Donc, nous avons là posé ces 5 indications prioritaires, ça c'est pour l'opportunité. Maintenant, évidemment, il s'agit d'être en mesure de pouvoir les réaliser et nous franchissons ce cap. Pourquoi ? Puisque nous n'avons plus qu'un seul laboratoire. Jusqu'à présent, c'était le laboratoire du CHU Nord qui était le seul habilité et en mesure techniquement de réaliser ces tests. Maintenant, nous avons également 3 laboratoires privés qui sont en mesure de réaliser ces tests, ce qui présente plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est d'augmenter évidemment la capacité quantitative des tests par jour. Nous étions à moins de 200 avec le CHU. Nous savons maintenant qu'avec ces 4 laboratoires réunis, nous pouvons atteindre jusqu'à 700 tests par jour. Le deuxième avantage, c'est de pouvoir quadriller l'ensemble du département de par le positionnement de ces laboratoires et donc des postes de prélèvement. Et ce faisant, c'est d'assurer une possibilité de réaliser des prélèvements au plus près du lieu de domicile des personnes. Dans des conditions tout à fait sécurisées, il ne s'agit pas que les personnes se présentent dans les laboratoires en question. Il faut éviter évidemment tout risque de propagation du virus. Donc l'objectif n'est pas de s'exonérer des règles de confinement. L'objectif, c'est de permettre ces prélèvements en toute sécurité dans le domicile des personnes prélevées. Alors ça, c'est le propos de l'équipe mobile, ou dans le véhicule. Et le véhicule, c'est ce qu'on appelle le Covid Drive. Donc c'est le fait que les personnes prennent rendez-vous auprès des laboratoires et que les laboratoires organisent le prélèvement dans le véhicule de la personne. Merci, Madame la Directrice. Il y a des questions ? Oui. Vous pouvez poser votre question. Oui, moi ? Aziz Patel, oui, c'est toi ? Ah non, moi c'est pas Aziz Patel. On commence par Émilie Marty pour le GIR, s'il vous plaît. Charlotte, pour Zinfo. Oui. Oui, je suis là. On t'écoute. Pour le GIR. Ah, ben pour le GIR, Émilie, on t'écoute. On se rend compte que au nombre de cas importants. Est-ce qu'on m'entend ? Oui. Oui, on vous entend. On se rend compte que le nombre de cas importés est très largement plus important que le nombre de cas autochtones. Est-ce qu'il n'y a pas une politique de confinement ou de quatorzaine plus stricte, notamment à mettre en place sur des sites confinés plutôt qu'à domicile ? Vous parlez des personnes qui viennent de métropole et de façon et je pense aussi de façon, je dirais de façon plus large. En tout cas, sachez que je parlais tout à l'heure de dispositifs conséquents mis en place à l'arrivée sur l'aéroport. À chaque personne, pour chaque personne qui arrive sur le territoire, il y a un entretien spécifique qui est mené par un médecin qui analyse avec la personne les conditions dans lesquelles elle peut et doit faire son confinement. Ici à La Réunion, soit son domicile le permet de le faire dans des conditions strictes de confinement, soit son domicile ne le permet pas et dans ces conditions, la personne est orientée vers un lieu dédié
j'ai mobilisé des lieux dans le nord, dans le sud, à l'est et dans l'ouest, pour justement permettre que ces confinements se fassent de façon rigoureuse dans des lieux, alors que le domicile n'est pas le lieu indiqué pour pouvoir le faire de manière stricte, rigoureuse. Et on comprend que certains domiciles où règne la promiscuité ne présentent pas les conditions requises pour un tel confinement. Donc oui, vous avez entièrement raison, les conditions d'exécution du confinement sont un élément, je dirais, majeur de notre stratégie de gestion de crise. Merci. Autre question, Info 974, Charlotte. Bonjour à tous. Ma question va s'adresser à Madame Ladoucet, directrice de l'ARS. Ce matin, la commune de Saint-André a mené une opération de désinfection. Elle a pulvérisé des produits bactéricides sur la voie publique. Est-ce que vous en avez été avisé et que pensent vos services de l'efficacité, voire du rapport d'utilité-dangerosité de ce genre d'épandage ? Écoutez, je vous dirais franchement que je n'ai pas été informée à la minute où je vous parle de cette opération. Donc je ne vous en dirai pas plus parce que j'ai besoin à partir de là de mieux comprendre avec le maire ou son représentant le contexte, l'objectif, les modalités. Autre question, le quotidien, Hervé Chaussard. Oui, bonjour à tous. Est-ce que l'on pourrait avoir des précisions sur les missions du Mistral dans l'océan Indien? Ce navire, selon les autorités en milieu qui souligne qu'il a pas vocation à disposer d'équipes médicales de matériel à bord. Bien sûr. Alors, précision technique. sa mission, elle est pas définie encore précisément. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un bâtiment qui a plein de capacités. La crise, elle est très évolutive. Vous avez pu constater comme moi que la dynamique de crise, elle est très particulière, à la fois dans les deux départements, mais également dans l'environnement, puisque je parlais tout à l'heure des ressortissants. Donc on ne peut pas aujourd'hui définir le lieu de déploiement du Mistral, sa mission précise, pour la fin de semaine prochaine. On est en train d'intégrer tous ces paramètres. On va le garder à la poignée de l'éventail. Je signale Anne de Ariel. Donc, j'ai posé une question à M. le Préfet. Attendez, monsieur, s'il vous plaît, c'est pas votre tour. Merci. D'accord, merci. Donc l'idée, c'est de le garder à la poignée de l'éventail jusqu'au moment où il va entrer dans la zone. Et puis, à ce moment-là, on aura un point de décision. Et en fonction des besoins exprimés par les préfectures, en fonction de la situation à Mayotte, La Réunion, on fera le choix déjà d'un lieu d'engagement géographique. Ensuite, sur la nature des faits, on travaille dessus actuellement de façon à l'engager de façon ciblée. Il ne faut pas qu'on se trompe sur les premiers effets qu'on demandera à cette mission, parce que c'est assez difficile de la reconfigurer. Je parlais tout à l'heure de la possibilité de monter en gamme la capacité sanitaire du Mistral. Ça demande énormément de temps, ça demande des efforts, ça demande de prélever des moyens sur les territoires. Donc il faudra qu'en liaison avec les ARS, on se pose la question, est-ce intéressant de prélever des moyens, y compris dans les centres hospitaliers, pour gréer les capacités du Mistral en capacité sanitaire? Il y a toutes ces questions auxquelles il faut qu'on réponde avant que le Mistral ne soit opérationnel dans la zone, c'est-à-dire vers le 4 avril. Et puis il y a un dernier paramètre, c'est la régénération opérationnelle de ce bâtiment. Il va falloir aussi qu'on lui redonne ce qu'on appelle du potentiel, c'est-à-dire qu'on l'amène à quai, qu'on le recharge, qu'on le ravitaille, qu'on régénère son équipage pour pouvoir le réengager peut-être sur une action qui sera une action de longue durée. Donc vous l'avez compris, un travail qui se poursuit pour être abouti d'ici le 5 avril, au moment où le Mistral arrivera chez nous à la Réunion. Question suivante, Dimas, Marco. Marco, on t'entend pas.
Personne suivante, Anthony Rivière pour Antenne Réunion. Oui, bonjour, bienvenue en Antenne Réunion. Je prolonge la question de ma collègue de tout à l'heure à propos des cas importés. On a bien compris que là, à l'arrivée de chacun des cas, effectivement, les personnes étaient interrogées. Cependant, on a beaucoup de témoignages de personnes qui nous indiquent ne pas du tout être contrôlées, dépistées, ne pas avoir de masque ou quoi que ce soit à disposition. Comment s'assurer finalement que ces personnes sont des potentiels cas de coronavirus sont prises en charge ou bien confinées chez elles? On l'a vu encore hier soir avec notamment des étudiants rentrés de la Réunion, qui rentraient au tampon, un gymnase était mis à leur disposition pour les confiner, cependant ils sont tous rentrés chez eux. Pourquoi ne pas les confiner pendant une période donnée? Elles sont confinées, je dirais, chez elles. Et d'ailleurs, vous savez que quand je parlais de dispositifs conséquents, au-delà de la vérification du motif d'arrivée à la Réunion, il y a ensuite un premier point sanitaire qui est opéré, au cours duquel les personnes répondent à un certain nombre de questions. Il y a une analyse de leur parcours, il y a une analyse de leur état de santé qui va même jusqu'à une consultation qui est opérée sur le lieu de l'aéroport et éventuellement une prise de test. Et les tests sont effectués par le CHU sur place lorsque c'est nécessaire ou c'est jugé nécessaire lors de l'entretien, je dirais, médical. Et ensuite, ça se poursuit par cet entretien sur les conditions dans lesquelles chacun doit exécuter sa quatorzaine en rappelant l'engagement, la responsabilité, je dirais, personnelle de chacun, parce que cette responsabilité, elle doit être engagée à tout mettre en œuvre pour respecter les conditions de la quatorzaine qui lui est notifiée. Et lorsque c'est nécessaire, lorsque la personne ne peut pas le faire chez elle, elle est aujourd'hui dirigée vers un centre dédié qui est armé, je dirais, sur ordre du préfet dans tous les coins, dans toutes les régions de la Réunion. Donc les choses se passent ainsi à l'heure actuelle. Merci. Question suivante. On revient à Imaz Presse avec Margot. Oui, bonjour. Bonjour, excusez-moi, la chose est très mauvaise. Donc, je pense qu'on s'est perdu tout à l'heure. Oui, exactement. Il y a un petit décalage et ça fâche aussi. Alors, la vidéo Facebook ayant été interrompue également, désolé si ça a été mentionné tout à l'heure, mais moi j'avais une question concernant l'accueil des patients. Est-ce que le CHU Nord est encore en mesure d'accueillir tous les patients pour l'instant, sachant que le bilan augmente vite? Ou est-ce que les hôpitaux de seconde ligne sont envisagés s'il y a par exemple des malades hospitalisés à Saint-Pierre alors qu'il est? Je vais passer le micro à la directrice. Votre question me donne effectivement l'occasion de repréciser que nous avons identifié entre le CHU Nord, le CHU Sud, le Chor et Sainte-Clotilde la possibilité d'hospitaliser jusqu'à 230 patients Covid simultanément. Bon, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Ça veut dire que, alors que déjà toutes les personnes, à l'heure qu'il est, ne sont plus hospitalisées puisqu'il y a déjà eu des retours à domicile, vous voyez qu'on a encore une marge conséquente entre le chiffre que je vous ai donné de personnes contaminées, potentiellement hospitalisées, et le maximum que l'on peut atteindre dans l'état actuel de nos réflexions. Et évidemment, nos réflexions ne se terminent pas puisqu'on veut toujours pouvoir trouver des solutions pour déplacer le curseur si c'était nécessaire. Alors, après, à la question de savoir s'il est opportun tout de suite ou pas d'utiliser les différents sites comme lieu d'hospitalisation, la réponse pour le moment est non. C'est-à-dire que nous sommes pour le moment dans une logique où il nous paraît préférable de concentrer les patients hospitalisés sur le CHU Nord. Cela étant, je vais reprendre la discussion avec les directeurs d'établissement la semaine prochaine et on va identifier le moment qui paraîtra le plus opportun pour commencer la répartition entre les différents sites. Question suivante de témoignage, Manuel. Bonjour, Manuel Marchand, donc de témoignage. Voilà, donc c'est
C'est une question, disons, une double question. La première, je constate que plusieurs pays européens ont demandé avec succès l'aide de Cuba et de la Chine pour combattre l'épidémie. Donc j'aurais voulu savoir si la France avait sollicité l'aide cubaine, d'une part. Et d'autre part, hier, donc, le président de Madagascar, Hans Ratoulin, a annoncé donc, que l'Institut de recherche médicale appliquée de Madagascar donc, a trouvé un médicament qui renforçait les défenses immunitaires. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de cette découverte. Oui. Pour la dernière question, tout ce qui est stratégie thérapeutique est totalement piloté évidemment par la Direction générale de la santé et c'est le moment de rappeler que toute stratégie thérapeutique passe par des protocoles de recherche qui certes doivent être le plus possible simplifiés et écourtés dans les circonstances actuelles, mais qui doivent être menés malgré tout avec rigueur. Et concernant la première partie de la question, c'est-à-dire l'aide demandée à Cuba, ce n'est pas le cas à ma connaissance. Question suivante pour Ril Yann. Oui, bonjour, Yann Anne de RILFM. Ma question s'adresse à M. Potier. Bonjour à tous. Bonjour. En métropole, pour désengorger les hôpitaux, les malades sont orientés vers d'autres départements, même d'autres pays comme l'Allemagne. Est-ce que dans les Girondins, comme on est loin, est-ce qu'il y a eu des échanges entre Maurice et La Réunion, par exemple, dans le cadre d'une collaboration en cas de besoin? Merci. Je crois qu'à ce stade, le travail qui est effectué, je dirais, en anticipation, c'est déjà, vous le savez, d'abord, pour resituer les choses, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'une personne devient un cas confirmé, elle est prise en compte par le CHU et donc suivie par le centre hospitalier. Demain, nous aurons, je dirais, à anticiper sur une possible montée en charge du CHU qui nécessitera sans doute de mettre en place un dispositif d'accueil, je dirais, de personnes ne présentant pas de symptômes graves, donc qui présenteront des symptômes légers, qui pour autant devront être suivis au plan médical. Et c'est donc tout le sens des travaux qui sont menés pour identifier des lieux d'accueil de ces personnes qui ne seraient pas hospitalisées dans les centres hospitaliers, mais qui seraient suivis dans un centre dédié avec une mobilisation, je dirais, médicale pour les suivre, pour les assister. Il y a des initiatives, et je les salue, qui ont déjà été prises par des élus pour nous faire part de projets de ce type de structure, et nous sommes en train de travailler sur cette programmation. On est encore là dans la phase d'anticipation, mais c'est absolument nécessaire de finaliser de tels projets pour être en rendez-vous le moment venu. Vous voyez que c'est le cas actuellement, je dirais, en métropole, parce que il faut réagir dans l'urgence, et lorsque les centres hospitaliers sont saturés, il faut trouver et mettre en place des structures de ce type pour les personnes qui peuvent être suivies dans un cadre autre que celui hospitalier. Et c'est vraiment ce travail-là d'anticipation que l'on mène avec la directrice générale de l'Agence régionale de santé, en liaison avec les élus. Et on parlait tout à l'heure d'appui des forces armées en méthodologie, en suivi du montage de ces projets. Je bénéficie aussi de l'appui du service de santé des armées. Voilà, donc pour répondre à votre question, peut-être que Madame Ladoucette peut compléter, je dirais, sur les liens avec, je dirais, Maurice, mais pour l'instant, nous ne sommes pas dans cette logique d'échange avec Maurice au regard, je dirais, du système de soins qui est le nôtre, et de cette anticipation à laquelle nous nous attachons actuellement.
Juste pour compléter que aussi nous avons des structures donc de soins de suite, de réadaptation. Lundi, je rencontre ces structures puisque l'objectif c'est de faire en sorte que de même que les établissements de médecine et de chirurgie se réorganisent pour prendre en charge les patients Covid, nous devons aussi avoir une réflexion sur les établissements de suite qui sont médicalisés et qui doivent aussi pouvoir prendre en charge dans de bonnes conditions les patients Covid en aval des services hospitaliers de court séjour. Voilà. Pour ce qui concerne les possibilités d'avoir recours à des pays tiers, je pense que le moment venu, la réflexion pourrait s'orienter au moins autant, sinon davantage, vers l'Afrique du Sud que vers Maurice. Donc vous l'avez bien compris, aujourd'hui, hospitalisation dans les centres hospitaliers. Demain, il ne sera peut-être pas possible, je dirais, d'hospitaliser ou de suivre tous les malades au sein de ces centres hospitaliers, d'où la nécessité de monter en puissance sur ces centres alternatifs qui permettront de suivre les malades ne présentant pas de symptômes graves en mobilisant la médecine, je dirais, libérale, notamment en termes de suivi, et ça permettra effectivement de les suivre sans avoir un suivi à domicile, et c'est important de pouvoir avoir ces lieux organisés sur lesquels effectivement seront concentrés les efforts de la médecine de ville, au lieu d'avoir une dispersion dans chacun des domiciles pour les personnes concernées. Donc on travaille, je dirais, d'arrache-pied sur ce scénario, et je dirais encore merci à toutes les initiatives qui nous sont présentées en ce sens. Bien, écoutez, je vous remercie. Merci pour votre mobilisation et à très vite, puisque nous poursuivons, je dirais, le travail en liaison avec la directrice générale de l'Agence régionale de santé, en liaison avec le général commandant supérieur des forces armées et avec l'ensemble des acteurs de la gestion de crise. En tout cas, merci et bravo pour la mobilisation collective qui est actuellement celle dont fait montre la Réunion. Merci.